C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir Roselyne. Donc notre second invité sera Bruno Le Roux, patron des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Mais notre premier invité est Geoffroy Didier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat à la primaire de la droite et vous êtes vice-président de la région Île-de-France, donc les Républicains. Donc merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y a de la rumba dans l'air chez les Républicains. Le président Nicolas Sarkozy avait mis tous les candidats en émoi la semaine dernière en décidant, et en prenant tout le monde de court, en décidant le vote papier pour les Français de l'étranger. Alors finalement, un accord a été trouvé, papier dans les grandes villes et les votes électroniques dans les pays où les zones d'accès sont difficiles. Bref, ça ressemble à de la synthèse hollandienne, finalement, les Républicains aujourd'hui. Je ne sais pas s'il faut prendre ça comme un compliment ou pas. Moi, je suis favorable à ce qui est un vote électronique pour tous, parce que je crois que nous sommes en 2016, qu'il faut savoir s'adapter aux évolutions technologiques. De plus en plus de nos concitoyens payent leurs impôts sur Internet. Ils pourraient aussi participer à une élection ouverte, certes, mais qui reste une primaire. C'est pour éviter les fraudes, non ? Oui, c'est pour éviter les fraudes et puis c'est pour s'adapter à notre temps. Je me souviens par exemple qu'il y avait eu des primaires parisiennes ouvertes à tous les Parisiens et qui avaient été faites par scrutin électronique. Ça avait bien marché. Nathalie Kosciusko-Morizet en était sortie gagnante. Je ne vois pas pourquoi nous ne ferions pas cela avec les élections de la primaire de la droite et du centre. Pourquoi dis-je cela? Parce que Nicolas Sarkozy avait pour argument, pour refuser le vote électronique pour les Français à l'étranger, la rupture d'égalité de traitement. Eh bien, moi, je propose effectivement une égalité de traitement, mais une égalité de traitement moderne. Et le problème, c'est que tout s'est décidé au fil de l'eau. Moi, j'aurais préféré que les conditions de la primaire soient décidées toutes, à l'avance, une fois pour toutes, définitivement. Mais découvrir les règles du jeu en cours de route ou en cours de match, j'estime que ce n'est pas très sain. Donc, j'espère qu'on ne va pas changer toutes les règles en fonction des intérêts catégoriels des uns et des autres. Et puis, j'ai quelques réserves de toute manière sur la façon aussi dont les règles ont été édictées, puisque je vois bien qu'en réalité, le jeu est verrouillé. Nous étions censés nous inspirer de la primaire de la gauche, qui avait réussi, mais en réalité, on ne s'en est inspiré que sur le principe, mais pas sur les modalités. Aujourd'hui, il faut quand même que vous sachiez qu'il est beaucoup plus dur beaucoup plus difficile d'être candidat à la primaire de la droite et du centre que d'être candidat à la primaire de la gauche, je pense à celle de 2011, et il est même beaucoup plus difficile d'être candidat à la primaire de la droite et du centre que d'être candidat à la présidentielle directement. Le centre, c'est encore à voir si c'est encore une autre histoire. Je parle bien des modalités qui sont faites en réalité pour bloquer toute possibilité de renouvellement. Oui. Moi, je n'ai rien contre chacun des autres candidats, mais en même temps, s'ils avaient tous si bien réussi, ça se saurait. Si nous étions aujourd'hui à 5% de croissance et 5% de chômage, je ne serais sans doute pas candidat. Avant d'en venir au fond des propositions que vous mettez sur la table, que vous allez mettre sur la table, juste encore un mot sur l'organisation. Il y a deux enjeux en fait. Il y a le nombre des participants à la primaire. Donc ça suppose des conditions ouvertes. Alors c'est sûr que le vote électronique, ça favorise les conditions les plus ouvertes, mais certains des candidats peuvent avoir intérêt à fermer le corps électoral. Et puis d'autre part, il y a les obstacles que vous allez vous rencontrer. Parce que le filtre, c'est celui des parlementaires qui doivent vous soutenir pour que vous puissiez avoir le droit d'être candidat. Et les pressions qu'on peut exercer quand on dirige un parti sur un parlementaire sont évidentes, à commencer par l'attribution des investitures. Donc voilà, comment s'en sortir quand on est Geoffroy Didier. Monsieur Colombani. Comment vos paroles. Non, mais c'est là où, effectivement, mais ne serait-ce que pour l'information parfaite des téléspectateurs et de ceux qui nous suivent, pour être candidat à la primaire de la gauche, il n'y avait pas besoin de parlementaires. Il suffisait d'avoir le soutien militant. Là, c'est 250, il faut en avoir 250. Et là, il faut avoir 20 parlementaires. Pour être candidat à l'élection présidentielle directement, pas besoin de parlementaires. Et là, comme par hasard, on fait venir 20 parlementaires dans la règle de la condition de la primaire de la droite, à un moment, comme par hasard, où le président du parti doit leur donner des investitures. Écoutez, moi, je veux bien... Mais il faut quand même que nos téléspectateurs sachent que le jeu a été fait pour être totalement verrouillé. Ça peut s'appeler une ficelle, en langage politique. Alors beaucoup sont sur la ligne de départ.
ça va être une bataille de loups entre Fillon, Sarkozy, Le Maire, Fillon. Et on a le sentiment, c'est qui dit mieux, hein, comme on dit aux enchères. Et vous craignez, vous le dites... c'est vrai, ça va être la surenchère libérale à celui qui diminuera le plus de nombre de fonctionnaires, qui fera le plus d'économies. Alors c'est à peu près tous 100 milliards. Des promesses un peu inconsidérées dans le fond. Est-ce que ça va être l'enjeu de la première à celui qui ira le plus loin pour justement se faire élire par un quorum, on va dire, d'adhérents quand même très libéraux à droite? Je crois qu'il faut qu'on fasse attention, effectivement, à ne pas se caricaturer. François Hollande s'est caricaturé dans son action en étant à l'origine d'une véritable austérité de gauche qui a consisté à matraquer fiscalement nos concitoyens, à commencer d'ailleurs par les plus fragiles d'entre eux. Je vois bien la tentation qui existe à droite et le risque de se caricaturer en étant non plus pour une austérité de gauche, mais pour une austérité de droite, avec une sorte de concours l'épine de la réduction de la dépense publique. Bien sûr qu'il faut réduire la dépense publique, mais il y a des dépenses publiques qui sont inutiles, contre-productives, toxiques, et d'autres qui peuvent être fructueuses et utiles. Moi, je suis pour remettre l'État à sa juste et à sa bonne place. J'estime que dans le débat de savoir s'il faut être libéral, ultralibéral ou protectionniste, c'est une école de pensée et qu'en réalité, les écoles de pensée ne sont plus vraiment solubles dans l'action publique. Il faut surtout une école de l'action. Et je souhaite, par exemple, que le cœur de l'État retrouve les moyens de son action. À un moment où les effectifs de police et de gendarmerie ont baissé, d'ailleurs sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, je crois que c'est une erreur de l'avoir baissé. C'est une erreur d'avoir appliqué ce qu'on appelle la révision générale des politiques publiques, c'est-à-dire le non-remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite, aux effectifs de police et de gendarmerie, à un moment où la société devient de plus en plus violente et où les menaces se pérennisent et se diversifient. De l'autre côté, en matière économique, je pense qu'il faut, pour reprendre l'expression chère à Georges Pompidou, arrêter d'emmerder les Français. Mais regardez, il y a déjà une bataille dans la bataille entre Alain Juppé d'un côté et François Fillon de l'autre. François Fillon qui énonce des chiffres assez impressionnants de baisse du nombre des fonctionnaires et Alain Juppé qui lui dit au fond chiche. Donc on voit bien tout de suite quel est l'obstacle, puisqu'il va falloir augmenter en effet le nombre des policiers, le nombre des magistrats aussi certainement. Donc où sont les autres, où seront les... On taille où, en fait, oui. Quels seront les fonctionnaires qui seront remerciés, en clair? Mais je ne suis pas certain. Pas renouvelés. Oui, mais attention. Alors, il y a par exemple un taux d'absentéisme qui n'est absolument pas normal de la fonction publique territoriale, contre laquelle il faut lutter. Il y a un nombre de fraudes dans ce pays qui constitue un manque à gagner de plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Il faut le savoir. Donc en réalité, l'argent public, qui d'ailleurs pour moi n'existe pas, qui n'est que la somme des impôts privés de chacun, on peut le trouver. Il faut aller le trouver là où il est, c'est-à-dire là où il y a des manques à gagner, là où il y a des choses à perfectionner, à rationaliser, mais sans prendre par principe aux fonctionnaires, en donnant l'impression qu'en gros on n'a pas besoin d'eux, voire qu'ils sont paresseux ou qu'ils sont trop nombreux. J'estime que ce n'est pas une bonne façon de faire. Il y a de la fonction publique à rationaliser, mais aussi à valoriser. Et puis, il y a l'utilisation des forces publiques. Lorsque vous voyez que selon un rapport de la Cour des comptes, 60% de l'activité d'un policier est pour les tâches administratives, vous dites qu'il y a un problème. C'est-à-dire que c'est historique, si l'on peut dire. Oui, mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas le changer. C'est-à-dire que les procurations de vote, elles sont faites dans les commissariats. Ça ne fonctionne plus, ce qui fait que vous voyez la queue devant les commissariats. Donc il y a aussi, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un policier. On a besoin d'un policier, mais sur le cœur de sa mission, c'est-à-dire celle qui consiste à nous protéger. Oui, mais si on lui demande de faire autre chose que de nous protéger, je comprends qu'effectivement... Autant sur ce sujet, tout le monde adhérera, autant sur sur la première partie de votre discours, qui consiste à dire attention à ne pas trop baisser, à ne pas trop... Vous avez déjà du mal à être candidat à la primaire, vous allez être ultra minoritaire dans votre camp. Parce qu'en effet, comme le disait Roselyne tout à l'heure, la surenchère, elle est dans l'autre sens. C'est à qui supprimera le plus, à qui baissera le plus. Mais je crois qu'ils ont tort. Et je crois que c'est ce que veulent les quelques candidats qui sont dans la surenchère l'un par rapport à l'autre, mais ce n'est pas forcément ce qu'attendent nos concitoyens. Nos concitoyens, ils attendent qu'ils soient de droite ou de gauche.
ils attendent qu'on remette à l'endroit ou à la juste mesure. Ou à sa juste mesure. C'est-à-dire l'État à sa place. Je vous dis, il faut qu'on mette le paquet sur la puissance publique. Parce que la mission première d'un État, c'est de garantir la tranquillité de nos concitoyens. Et c'est là où, effectivement, nous avons péché. C'est là où il faut construire, par exemple, davantage de prisons. Ne serait-ce que pour les sanctions, pour que les sanctions légalement applicables soient enfin concrètement et véritablement appliquées. Mais on nous a promis des places de prison. Elles ne sont pas là. Lorsqu'on voit que les policiers, pour revenir à eux, puisque nous parlons alors on va en parler parce que j'aimerais vous faire réagir à ce qui s'est passé hier. De véhicules, manque de formation, manque d'armes dignes de ce nom par rapport à la société dans laquelle nous vivons désormais, avec des menaces qui, comme je vous le disais tout à l'heure, se pérennisent et nous sommes dans une société de plus en plus violente. Donc il y a tout à revoir. Tout à réarticuler. La baisse des policiers, c'est la droite, c'est Nicolas Sarkozy. Je sais, mais j'estime que nous avons eu tort. Et en réalité, il faut réarticuler la fonction publique plus que de dire qu'on va arrêter de considérer la fonction publique parce qu'ils sont trop nombreux. Je pense que c'est un autre discours qu'il faut avoir. Puisqu'on est sur les... Et s'il faut effectivement diminuer ici et là, notamment dans la fonction publique territoriale, un certain nombre d'effectifs, il faudra le faire. Mais il ne faut pas partir de ce principe qu'en gros la fonction publique. Oui, mais Jean-Marie, vous avez demandé tout à l'heure, il y a quelques instants, qu'est-ce qui. Mais moi, je préfère par exemple. Sur qui on va taper, quoi. Oui, mais par exemple, luttons contre l'absentéisme de la fonction publique territoriale. Ça, c'est un vrai sujet, mais qui est un sujet en réalité dont on n'ose pas parler. Sur la police, quand même, ça ne vous a pas échappé, hein, le ras-le-bol de la police qui manifestait. Et puis surtout, cette image incroyable hier, c'est une patrouille de police qui a été prise pour cible, une violence extrême, hein, puisqu'un véhicule a été incendié. D'abord, comment expliquez-vous cette violence? Et puis, deuxième question, est-ce que vous craignez est-ce que vous avez le sentiment que, par crainte de la bavure, le gouvernement demande aux policiers de ne pas vraiment réagir proportionnellement à l'attaque contre lesquelles elles font... voilà, elles ont... Je crois que nous subissons les conséquences d'une longue série d'abandons successifs et qu'aujourd'hui, on est dans une société qui ne transmet plus véritablement le respect et les valeurs fondamentales et qu'il y a à la fois une incohérence au sein du gouvernement et un manque de cohésion au sein de notre société. Incohérence au sein du gouvernement parce que d'un côté, on a décrété l'état d'urgence et il le fallait, et de l'autre côté, on a laissé des manifestations avec des débordements. Moi, je fais la différence entre Nuit debout et les violences qui ont eu lieu en marge de Nuit debout. Je ne considère pas que tous ceux qui étaient place de la République et qui ont constitué Nuit debout étaient sans cerveau, parce que je pense que chaque Français a un cerveau. Mais que Nuit debout n'était qu'en réalité le résultat d'une jeunesse qui avait été trahie par François Hollande. En revanche, les débordements en marge de Nuit debout, les violences, elles sont évidemment intolérables. Et d'ailleurs, elles ont fait que moi, je suis allé manifester aux côtés des policiers, d'abord comme citoyen, mais évidemment aussi comme responsable politique, parce qu'il faut justement que nous prenions aussi nos responsabilités, que nous sachions être aux côtés de la puissance publique lorsqu'elle est légitime. Et manque de cohésion au sein de notre société, parce que l'école, malheureusement, aujourd'hui, du fait de l'éclatement des familles, du fait que beaucoup de parents ont démissionné de leur mission d'éducation, eh bien, n'est plus forcément au rendez-vous quand il le faut. C'est la raison pour laquelle je propose une scolarité obligatoire dès 3 ans et non plus à 6 ans. Parce qu'aujourd'hui, dans certains quartiers défavorisés, il y a des gamins qui arrivent à 6 ans à l'école et qui ne savent pas parler français. Et puis, je suis pour des cours de politesse, par exemple, à l'école primaire, pour enseigner la discipline, le respect et l'autorité. Et enfin, une véritable éducation civique digne de ce nom, parce que l'éducation civique, ça fait 20 ans qu'on nous en parle. Mais je sais très bien ce qui se passe. Les professeurs me le disent. C'est le professeur d'histoire qui doit faire l'éducation civique, et comme il n'a pas terminé son programme, eh bien, il reste une demi-heure ou 1 heure par ici ou par là d'éducation civique. Bon, ben non. Comment voulez-vous devenir un citoyen respectueux des institutions de la République si vous ne connaissez pas les institutions de la République? Donc je crois qu'il y a un déficit de transmission et qu'il faut reprendre la base, le problème à sa racine et à la base. Ça prendra une génération. Oui, c'est la raison pour laquelle je suis candidat, c'est qu'il faut s'y prendre dès maintenant. Mais pensez qu'on peut éradiquer, entre guillemets, la violence dans une société, c'est une vue de l'esprit. Là, vous avez affaire à des groupuscules qui sont des minorités extrêmement violentes, très politisées,
que vous ne réduirez pas avec un programme scolaire. Parce que c'est pour les... Voilà, il est arrivé que ce soit... Il est arrivé que l'extrême droite ait le monopole de cette violence. Aujourd'hui, on voit plutôt que c'est l'extrême gauche, enfin des gens qui se réclament de l'ultra-gauche qui sont dans ce jeu-là. Et quand vous êtes au gouvernement, vous avez des consignes à donner aux policiers, vous ne pouvez pas... vous voyez, c'est ça. Et c'est là que peut-être la société politique française manque de cohérence et de cohésion, pour le coup. Parce qu'elle ne parle pas d'une seule voix. En fait, j'ai essayé de vous répondre en m'attaquant aux causes du problème plutôt qu'à sa manifestation, puisqu'en réalité, les violences actuelles ne sont que la manifestation. Mais il faut aussi, évidemment, d'urgence, s'attaquer à la manifestation du problème. C'est-à-dire qu'il faut donner plus de moyens aux policiers et il faut que les sanctions judiciaires soient légalement et concrètement mises en œuvre et appliquées. Parce que le nombre de policiers qui viennent vous voir et qui vous disent de toute façon, on interpelle les délinquants, même des criminels, et puis il n'y a pas de suite derrière. Donc ça non plus, ça ne peut plus fonctionner, parce que ça décourage en réalité ceux qui, dans leur immense majorité des cas, les policiers et les gendarmes, incarnent la puissance publique légitime et font usage de la force lorsque c'est nécessaire, proportionné et légitime. C'est la règle. La police est la profession la plus contrôlée de France. Donc moi, je suis pour que chacun fasse un petit bout de chemin l'un vers l'autre, qu'on refuse par exemple que les policiers puissent tutoyer un citoyen, mais il faut aussi que le citoyen apprenne à respecter la puissance publique. Merci beaucoup, Geoffroy Didier. Donc, on a eu un aperçu. Si vous réussissez à être candidat à la primaire de droite, eh bien, vous pourrez dérouler plus longuement le mettre en œuvre, surtout. Parce que par le passé, programme. On a trop parlé et pas suffisamment agi. Merci en tout cas. Et on reçoit dans quelques instants Bruno Leroux, donc patron des socialistes à l'Assemblée nationale. Tout de suite après les infos. À tout de suite.